Les hypersensibles croient qu'ils souffrent de leur hypersensibilité, ils souffrent de leur tyran qui les empêche d'être eux-mêmes. Je pense qu'ils luttent contre ce que j'appelle, moi, leur vraie personnalité, pendant qu'ils essayent d'adopter ce qui sont les tyrans intérieurs. Et c'est cette incompréhension qui fait qu'ils tournent en rond et qu'ils n'arrivent pas à trouver leur chemin et avancer vers plus de bonheur. Souffrir en tant qu'hypersensible n'est pas une fatalité. Il y a des aspects de notre personnalité qui sont plus difficiles à gérer que d'autres, mais en revanche, dans plein d'autres situations, c'est un vrai bonheur. Donc, c'est ce que je propose aussi dans le livre, c'est d'apprendre à connaître notre hypersensibilité et à la protéger, à l'exploiter et à la protéger quand il y a besoin. Devenir notre meilleur ami. Est-ce que vous connaissez le syndrome de l'imposteur ? On essaye de faire des choses et quand on les fait bien, on a l'impression que c'est rien, c'était normal ou c'est juste de la chance. Et la moindre erreur, on s'en veut à mort et là, c'est vraiment notre faute. En fait, il en existe beaucoup d'autres. Nathalie Aberstro, que je reçois dans cet épisode de Dialogue, dans son livre Guide de survie, explore 11 figures de tyrans qui nous empêchent de nous manifester. Vous allez voir, c'est précis, lumineux et tellement déculpabilisateur. Parce que ces tyrans qui nous rendent la vie impossible, c'est pas nous. Nous sommes piégés par eux, mais si nous sommes piégés par eux, nous pouvons aussi nous en délivrer. Et c'est ce que je vous invite à découvrir dans cet épisode. Moi, je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de nombreux livres, dont Foutez-vous la paix et Suis-je hypersensible. Vous voulez en savoir plus sur les tyrans intérieurs ? Eh bien, cet épisode est fait pour vous. Bon épisode. Bonjour Nathalie. Bonjour Fabrice. À qui s'adresse ton manuel de survie ? Parce que c'est le titre de ton livre. Ça va donner plein d'aides pour que les gens puissent survivre dans ce monde parfois impitoyable. À qui il s'adresse ? Alors mon livre s'adresse aux personnes hypersensibles. Ça tombe bien, j'en suis un. Ravie d'en rencontrer d'autres. On se sent bien entre nous. Alors, s'adresse aux hypersensibles, aux personnes suradaptables, aux personnes souvent insatisfaites, en quête de sens, qui ont toujours cette remise en question qui les empêche de se sentir bien, les font douter souvent de leur choix. Et le point commun de ces différents profils, c'est de vouloir tellement bien faire par rapport aux autres, de s'être perdu en cours de route. C'est un peu ça le cœur de ton analyse. Oui, tout à fait. Parce qu'à force de se remettre en question, ils ne peuvent jamais être satisfaits de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. Ils cherchent leur place, se sentent incompris et parfois désespérés. Pourquoi ça tourne comme ça ? Alors, ce que j'ai découvert, c'est que bien souvent, ce sont des personnes qui sont en lutte permanente contre eux-mêmes. Et je pense avoir compris pourquoi ils étaient en lutte. Je pense qu'ils luttent contre ce que j'appelle, moi, leur vraie personnalité, pendant qu'ils essayent d'adopter ce qui sont les tyrans intérieurs. Et c'est cette incompréhension qui fait qu'ils tournent en rond et qu'ils n'arrivent pas à trouver leur chemin et avancer vers plus de bonheur. Parce que tu dis quelque chose qui est, je crois, très vrai, mais très déconcertant, qui est un peu au cœur de ton livre. Ce qui fait souffrir toutes ces personnes, c'est pas l'intensité de ce qu'ils vivent, mais c'est le refus de cette intensité. Oui, c'est cette envie de devenir quelqu'un d'autre et donc d'être en rejet, en refus permanent d'être qui ils sont. Mais pourquoi on refuserait d'être qui on est ? Parce qu'on n'a pas la sensation d'avoir le droit d'exister tel qu'on est. Parce qu'on a l'impression de toujours devoir s'adapter, devenir quelqu'un d'autre. Parce qu'on entend en permanence qu'est-ce que tu as encore et pourquoi, et tu ne peux pas faire un effort et tu as toujours quelque chose qui ne va pas. Je parle d'expérience. Ça s'est passé comment pour toi, avant que tu découvres ? À peu près comme ça. C'est-à-dire ? Alors, depuis enfant, j'avais la sensation d'être trop, parce que je ressentais trop, parce que je me posais trop de questions, parce que tout devait avoir du sens. Je
Je me posais un million de questions tous les jours. J'avais cette hyperesthésie, donc c'est trop compliqué comme mot. Le fait d'avoir l'essence exacerbée qui était déjà présent sans que je le comprenne. Et donc, j'avais toujours quelque chose qui n'allait pas. J'étais la pénible dans la famille, pour plein de raisons. Donc, tu étais la pénible. Et comment s'est mis en place ce que tu décris qui est un peu le cœur du problème, la suradaptation? Alors, la suradaptation est née pour survivre, parce que la personne que j'étais ne semblait pas être OK, ne semblait pas être juste ni acceptable, et j'ai commencé à vouloir devenir quelqu'un d'autre. Donc, je me suis suradaptée. J'ai voulu gommer ces sensations, gommer une partie de ma personnalité au final. Et comment tu as fait? De quelle manière tu t'es suradaptée? J'ai pris sur moi. Donc, je me suis beaucoup remise en question. Et en fait, ça s'est transformé en un manque total d'estime et de confiance en moi, puisque rien n'était juste. C'est intéressant ce que tu dis, parce que l'idée de se remettre en question semble une idée valorisée dans notre monde. C'est bien de se remettre en question pour progresser. Mais là, tu montres que se remettre trop en question, ça participe de la suradaptation. Oui. Et il y a un lien qui est au cœur de ton travail, c'est un peu ça le manuel de survie, c'est de faire le lien entre cette suradaptation et le manque d'estime de soi-même. Oui, cette suradaptation et cette remise en question exagérée devient un piège et fait qu'on devient vulnérable, on devient manipulable et on commence à laisser grandir en soi, donc ce que j'appelle les tyrans intérieurs, comme l'imposteur, le syndrome du sauveur, on va y venir. On va tout faire, tous les tyrans. Mais avant de présenter les gens, je voulais vraiment qu'on aille au bout de la logique pour qu'on comprenne d'où vient vraiment tout le mécanisme. C'est-à-dire vraiment, on sent qu'on n'a pas le droit d'être qui on est, donc on se suradapte. Et en se suradaptant, au lieu de trouver notre place et d'être tranquille, on a sacrifié une part de nous-mêmes. Donc du coup, on n'a pas d'estime de soi. Du coup, on n'a pas confiance, alors qu'on essaye de faire tous les efforts pour l'avoir. Et donc, on est pris dans un cercle vicieux. Voilà, je voulais vraiment bien mettre en place... ça va, est-ce que j'ai bien compris? Et c'est cette structure qui nous prend au piège. Oui, c'est ça. C'est qu'on construit un faux personnage au final, avec l'espoir qu'il soit accepté, celui-ci. Et pourquoi ça ne marche pas, après tout pourquoi ça pourrait être bien? Je m'adapte, parce qu'on doit bien s'adapter dans la société. Alors, on n'est pas trop mal perçu par les autres, parce que ces autres sont bien contents qu'on soit sympa, qu'on dise plutôt oui que non, qu'on soit toujours d'accord. Il y a un certain pourcentage de notre entourage que ça peut arranger. On prend sur nous plutôt que de s'écouter, et ça peut marcher un certain temps. Mais il y a une dissonance, et je pense que les personnes saines qui nous veulent du bien, bienveillantes et qui nous aiment, la sentent, cette dissonance. Et d'ailleurs, peuvent nous pousser dans nos retranchements et nous poussent à la limite de ce système qu'on a construit. Parce qu'on n'est jamais nous-mêmes. On ne sait jamais ce qu'on veut. À force de ne pas oser le dire, à la fin, moi j'ai face à moi des clients, des coachés et des lecteurs qui n'ont absolument aucune idée de qui ils sont. Qui suis-je? Que fais-je? Pourquoi? Vers où aller? Quel est le sens de ma vie? Ils ont l'impression de partir de zéro. Et ça vient de cette suradaptation. Ouais. Cette suradaptation, donc c'est pas en rajoutant du sens qu'on va y arriver. Il y a plein de gens qui disent qu'il faut trouver du sens à la vie. Non, c'est pas en trouvant du sens, c'est en se reconnectant à nous-mêmes que le sens va apparaître. Ouais. Donc c'est aussi à l'inverse de ce que disent la plupart des ouvrages de développement personnel qui égarent beaucoup les gens. Oui, tout à fait. Pour moi, l'idée, c'est plutôt de faire une détox mentale, une détox de tout ce personnage qu'on a construit et acquis au fil des années, plutôt que de se remettre encore en question et d'aller chercher encore. C'est vraiment un changement de vision que je propose. Ouais, on pourrait dire beaucoup des livres de développement personnel ou
surtout des injonctions, disons, de notre société, du management général. C'est faut faire plus, se contrôler davantage, donc toujours se suradapter davantage. Et la proposition du livre, c'est plutôt de se rencontrer, de s'autoriser à être qui nous sommes. Et c'est un petit clin d'œil parce que ton livre finit par beaucoup d'autorisations. Oui. Tu aides les gens à se donner des autorisations et tu remarques un autre point de ton livre que j'ai trouvé très important, c'est que la souffrance de la plupart des gens vient du fait qu'ils ne s'autorisent pas. Alors c'est aussi complètement paradoxal parce que dans le discours ambiant, on a l'impression, le discours c'est les gens sont trop égoïstes, se donnent trop le droit, et toi tu montres que non, c'est l'inverse, on ne se donne pas le droit de quoi que ce soit. Et donc c'est ça qui... On vit dans la culpabilité, et d'ailleurs c'est ce que je reproche un petit peu au développement personnel, parce qu'il un certain développement personnel, parce que on pourrait dire ton livre social et de développement personnel. Bien sûr, de travail intérieur, je préfère ce terme, ouais. Parce que on construit une injonction aussi pour des gens qui ont peu confiance en eux, et on leur donne encore un travail supplémentaire à faire, et cette sensation de tu n'es pas à ta place, tu n'es pas bien tel que tu es, puisque grâce au développement personnel, tu vas devenir peut-être quelqu'un d'autre, ou quelqu'un de bien, ou quelqu'un de juste. Même si je tiens à dire, étant le principal éditeur en France de livres de développement personnel avec la collection Pocket où ton livre rentre, tous les livres que j'ai publiés, qui sont les plus grands livres de développement personnel, montrent exactement aux gens qu'il faut apprendre à s'accepter et que c'est ça le chemin. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que les gens sont perçus, et que l'injonction qu'on entend partout, voilà, c'est faux. C'est faux. Ouais. Alors, un des aspects de ton livre, il y a plein d'aspects, mais je renvoie tout le monde à lire ton livre qui va les aider, donc on ne va pas tout dévoiler, mais je trouvais vraiment passionnant d'essayer de parler de ces tyrans. Qui sont ces tyrans et pourquoi cette suradaptation se met en place à l'aide d'un tyran? Alors, les tyrans intérieurs, donc j'en ai décelé 11 dans mon travail et ma pratique, ce sont ces personnages qui prennent de l'importance au fur et à mesure de notre évolution, et qui finalement deviennent comme une part de notre personnalité. Alors, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille sont par exemple des gens qui disent « Ah, mais tu sais, voilà, ça c'est mon syndrome de l'imposteur » ou alors « Ah oui, moi, ça c'est mon côté sauveur » ou alors « Moi, je suis indécise de toute façon, donc laisse tomber ». Et je me suis rendu compte qu'on s'identifiait énormément avec ces tyrans, ces bourreaux, alors que à côté, on refusait qui on était réellement. Est-ce que j'ai pas très bien compris. Est-ce que tu peux réexpliquer en quoi le fait que je me semble indécis, c'est un tyran? Parce que je m'identifie avec le fait d'être indécis, alors qu'en réalité, je ne suis pas indécis. J'ai juste appris à ne pas écouter ce que je veux. Et petit à petit, j'ai l'impression de devenir cette personne indécise. Parce qu'en plus, mon entourage me dit « Mais tu sais pas prendre une décision, oh toi, tu sais jamais ce que tu veux. » Mais c'est pas vrai. On croit à la fin qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Mais en fait, on ne s'autorise pas à l'écouter. Donc en fait, parce qu'on ne s'autorise pas, on prend un aspect un peu... Il y a un aspect en nous un peu confus, perdu, ignorant. Et le tyran vient du fait qu'on prenne ça très au sérieux et qu'on s'identifie à ça. On pourrait dire, on s'identifie, on réifie quelque chose qui était juste une porte de sortie comme une nouvelle identité. Et le tyran, au fond, t'appelles ça tyran parce que c'est une identité construite qu'on identifie à soi-même et qui nous bousille la vie. C'est ça, exactement. Et là, on va les décrire, les 11. Et donc, j'espère que chacun va essayer d'en reconnaître un. Alors, le premier, c'est le discret. Oui. Alors, c'est quoi le discret? À première vue, on se dit, bon, c'est pas si mal d'être discret. Mais en fait, pas du tout. Alors, puisqu'on parle de tyran, c'est la fausse discrétion. Il existe des personnes timides, réellement timides, aucun mal à ça, c'est très bien. Mais il y a les personnes qui se cachent volontairement, qui ont peur de déranger, c'est surtout ça. Qui ont en permanence l'impression de, si je suis,
je vais forcément m'imposer à quelqu'un d'autre. C'est bien de faire et cette je risque de distinction. déranger. Ouais, je trouve ça important parce que les gens confondent. On peut être timide par caractère. Oui. On aime bien écouter. On a plus de plaisir à écouter qu'à parler. On aime bien. Et là, c'est autre chose. C'est vraiment, on veut se cacher. On sent qu'on n'a pas le droit. Le timide, il est content d'être timide, tandis que là, c'est celui qui sent qu'il n'a pas le droit. Oui. Du coup, c'est très réconfortant parce que si on est timide, tu montes, c'est bien, il n'y a pas de problème dans notre monde. Les timides se sentent gênés, mais c'est très bien. Ce qui est embêtant, c'est de ne pas avoir le droit, et donc c'est ça le discret. Oui, tout à fait. C'est la peur de s'imposer ou de déranger les autres. Et ça vient souvent de l'enfance. Est-ce que tu peux décrire un peu comment ça se met en place quand on est enfant ? Alors, c'est souvent ce qu'on entend, alors de nos parents, des grands-parents, de l'environnement, parce qu'on fait trop de bruit, parce que reste à ta place, ne bouge pas. Toutes ces petites remarques créent des micro-blessures qui, petit à petit, deviennent importantes et, comme tu le disais tout à l'heure, deviennent une part de notre personnalité. Et puis, on se retrouve à ne pas savoir d'où elle vient et comment s'en défaire. Donc on a complètement intégré, on intègre sans s'en rendre compte, parce qu'on a pris ce pli quand on était enfant, et donc on prend l'habitude d'essayer de s'effacer soi-même. Et alors tu montres ce que je trouve très très fin et très juste, qu'en plus, du coup, on est gentil, on est sociable, et que c'est valorisé socialement. Donc on se fait souffrir, mais les gens, on entend le message, ah mais c'est vachement bien, tu fais pas de bruit, on peut compter sur toi, et donc du coup le mécanisme se met en place. Oui, et on commence à adopter ce mécanisme. Et quand on adopte ce mécanisme, ça devient le tyran. Oui, parce que finalement ça marche pas si mal, mais on n'est jamais soi-même. Et on passe notre temps, parce que vers l'extérieur, on est quelqu'un d'appréciable, d'aimable, mais à l'intérieur, ce que les gens ne voient pas, c'est qu'on passe notre temps à se poser la question, est-ce que là je prends trop de place ? Si je fais ça, est-ce que je vais déranger ? Non, il ne vaut mieux pas. C'est en permanence. C'est là aussi où la tyrannie prend toute sa place. C'est ce que j'appelle la charge mentale. C'est pour ça que je parle de détox mental. Les tyrans intérieurs prennent absolument toute la place. C'est non-stop. Le questionnement de, tiens, est-ce que là, qu'est-ce que je peux faire ou pas faire ? C'est bien, pas bien ? Est-ce que tu penses à quelqu'un que tu as rencontré, qui était comme ça, que tu pourrais un peu raconter pour mieux qu'on sente comment ça fonctionne ? Oui, je pense à beaucoup de personnes. Ouais, tu peux juste une. Et puis, pour qu'on ne la reconnaisse pas, tu peux changer. Oui. Alors, c'est une personne qui pensait, on reste dans le discret, hein, oui. qui pensait être timide et qui en souffrait parce qu'on n'arrêtait pas de lui dire non mais qu'est-ce que tu veux dire ? Et puis on t'entend pas et on te comprend pas. Alors elle parlait à voix basse parce qu'elle avait peur. Ça, c'est un exemple. Ce sont des gens souvent qui chuchotent ou qui vont parler avec la main devant la bouche. Tellement une fois qu'ils parlent, ils ont peur de dire une bêtise, de ne pas intéresser, voire même de déranger. Et donc, ils vont parler dans leur barbe, comme ça. Et cette jeune dame le faisait. Et en même temps, on lui demandait de se répéter. Alors, rien de pire. Qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi ? Quelqu'un qui essaie d'être discret, c'est dur. C'est vraiment dur à vivre. Parce qu'on est déjà en souffrance avec ce qu'on est en train de faire. Et l'environnement n'arrête pas de titiller, finalement, même involontairement, ces aspects. Mais ce que tu montres, qui est pour ça que c'est un manuel de survie, ce que tu montres, c'est qu'en fait, cette personne-là, elle n'était pas fondamentalement timide. Non. Donc ça que tous les efforts qu'elle va faire pour essayer d'arrêter d'être timide ne fonctionnent pas. Il y a un malentendu. Oui. Et après, tu l'as vu quand elle a arrêté. Comment ça s'est passé pour elle de se libérer ? Alors, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut accepter que ça prenne du temps. D'oser. Alors, finalement, c'est de s'autoriser déjà d'exister, de s'autoriser de prendre la même place que quelqu'un d'autre pour pouvoir ensuite, avec des efforts, dire « Ok, allez, je prends la parole. Allez, 3, 2, 1. Je me lance. Je parle fort. Je laisse mes mains en bas. » Parce que j'ai le droit de prendre cette place. Parce que moi aussi, j'ai le droit de parler. Et ce que j'ai à dire
est aussi intéressant que ce que mon voisin a à dire. Donc ce que tu montres là... Des petites étapes, ce sont des tout petits pas. Même si ce que tu montres qui est le changement radical, c'est qu'il ne va pas s'agir comme la plupart des approches. Allez, force-toi, essaye de parler. Mais c'est d'abord en me donnant l'autorisation d'exister qu'il y a un changement qui peut se faire. S'il n'y a pas cette autorisation d'exister, je vais juste me torturer pour essayer d'être autrement que je suis, et donc je renforce le mécanisme du tyran. Et merci d'en parler, parce que c'est pour ça que j'aime appeler le développement personnel du travail intérieur, parce que c'est du travail. Donc il y a la première partie, je comprends, je prends conscience de ce qui se joue, et ensuite, pour moi, c'est de l'entraînement. Ce sont des pas, et parfois des tout petits pas, qui permettent de voir, ah tiens, ça fonctionne, ah je me sens bien, et à prendre confiance, et cette confiance permet de continuer et de faire grandir l'estime de soi, et permet de prendre sa place petit à petit. Et souvent, on aimerait faire le grand pas tout de suite. Ah, j'ai compris, ça y est, c'est parti. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça, ou très très rarement. Et donc, c'est leurrer aussi les gens, de leur dire, tu vas voir... du jour au lendemain, ça sera réglé. Il n'y a pas de baguette magique. Par contre, s'offrir ce cadeau, jour pour jour, de prendre un petit peu de place, de dire, il reste 2 morceaux de gâteau, un grand, un petit. Pourquoi le grand ne serait pas pour moi? Pas à chaque fois, mais pourquoi pas une fois de temps en temps? Le deuxième, c'est l'élastique. Alors, la suradaptation. Grand sujet, et je pense le sujet le plus compliqué à améliorer, à tenir. Parce qu'il est tellement sournois, quand on se suradapte et qu'on a l'habitude de se suradapter, on ne s'en rend pas compte. Parce que l'élastique, c'est ça. Tu le vois après. L'élastique, c'est l'adaptation. Voilà, on est élastique en parce fonction que... de ton besoin. Voilà. Ouais, je m'adapte à la situation. Il faut du lest, pas de lest. Et c'est quelque chose de tellement ancré pour ces hypersensibles que c'est difficile de le travailler de manière très concrète, puisqu'on s'en rend compte la plupart du temps après. Donc c'est le tyran intérieur que j'ai mis de côté dans le livre aussi, pour dire, c'est bien de le comprendre, d'y faire attention, mais lui va s'améliorer en travaillant tous les autres tyrans intérieurs. Parce qu'il c'est comme le poisson, tu as l'impression de le tenir et... Pourquoi les hypersensibles ont plus de chances, ou de risques plutôt, d'être des élastiques? Parce qu'ils font partie de ces gens qui n'ont jamais trouvé leur place, et qui sont en demande de reconnaissance et d'amour. Et pour cette reconnaissance, ils sont prêts à tout, presque tout. Et se suradapter pour faire plaisir et voir le sourire d'un parent, par exemple, ou d'un collègue de travail lorsqu'on lui a repris un dossier, ça comble le manque d'estime qu'on a. En fait, les tyrans s'appuient sur notre désir d'être aimé et d'être reconnu, et ils nous leurrent comme ça. Le troisième, c'est l'indécis. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. J'ai remarqué que finalement, ces gens n'étaient pas indécis. Quand on creuse un petit peu et qu'on leur demande, mais tu préfères cette couleur ou cette couleur, ce repas ou ce repas, quand ils sont vraiment sincères avec eux-mêmes, ils savent. Mais ils ne se donnent pas le droit. Non, ils ont mis tant de couches par-dessus qu'ils ont l'impression d'être devenus indécis, alors qu'ils savent ce qu'ils veulent. Mais le chemin pour affirmer ce qu'ils veulent, c'est celui-ci qui est compliqué ou long. Parce que pour affirmer ce que je veux, il faut que je me sente suffisamment important. Il faut que je me sente autorisée, que je m'autorise, et que j'accepte éventuellement que ça ne plaise pas à l'autre. Et ça, je ne peux le faire que moi-même. C'est-à-dire que nous avons l'erreur de croire qu'il faut que l'autre m'accepte, mais si je ne m'accepte pas moi-même,
ça ne marchera jamais. Vouloir que l'autre m'accepte quand moi je ne m'accepte pas, voilà une erreur dont tu montres qu'elle nous rend la vie impossible. Oui, tout à fait. Qui fait partie de cette lutte. De cet emprisonnement. Oui. Le tyran suivant, c'est l'autocritique. Alors, on en voit tous des gens comme ça. Il y en a plein qui sont comme ça, qui nous écoutent, mais enfin, moi, tout de suite, je vois plein de gens comme ça. C'est vraiment, on a l'impression que c'est devenu un sport national de s'autocritiquer. Et le problème des gens que je décris dans mon livre, c'est qu'ils se remettent toujours en question. Ils remettent tout en question. Et ça les fait douter d'eux. Et donc, je mets en avant la différence entre... Je me remets en question de manière saine. Comme tu disais tout à l'heure, c'est très bien de se remettre en question. C'est même plutôt un signe d'intelligence, je dirais. Par contre, quand cette remise en question se transforme en doute permanent, là, on est dans la tyrannie. Et c'est ça que les gens ne voient pas. Ils disent « Ah oui, quand même, je doute, c'est raisonnable ». Et ils ne voient pas qu'ils se sabordent en permanence. Oui. Ce sont des gens qui n'ont pas de repères. Donc, cette remise en question rend, elle aussi, vulnérable et manipulable. Puisque je doute tout le temps de moi, je cherche toujours à m'améliorer et à trouver de quoi travailler sur moi, à chercher l'erreur chez moi. Puisque qui d'autre, à part moi, pourrait se tromper, n'est-ce pas ? Et c'est sans fin et le risque est important. Et tu montres bien, c'est insidieux parce que doucement, en m'autocritiquant, je finis par plus du tout avoir confiance. Ça entretient le manque de confiance envers moi-même. Ouais. C'est un cercle vicieux. Oui, tout à fait. Et qui fait que, manquant de repères, l'autre est le repère. Donc l'autre a raison. Et puis demain, j'ai en face de moi un autre qui lui est un autre repère et un autre avis. Et c'est encore chez moi que je vais chercher. On peut devenir fou avec ce mécanisme. Si on le Tu penses à quelqu'un dans les gens avec qui tu as travaillé? Oui. Tu peux raconter un peu pour qu'on voit bien. Une personne qui doutait en permanence et qui s'est retrouvée piégée dans une relation toxique, par exemple. Et son mari lui a fait avaler absolument tout et n'importe quelle réalité. Et à chaque fois, elle doutait d'elle. Elle disait, mais non, c'est pas possible, je peux. Il ne peut pas avoir tort. Donc j'ai tort. Et donc c'est à moi de faire le travail. C'est à moi de changer. Si j'étais différente, si je faisais ceci, si je faisais cela, ça marcherait. On peut aller très très loin dans avec ce tyran. Alors le tyran suivant, alors là, c'est tout à fait différent, c'est l'hyper-responsable. Oui. Là, on voit bien à nouveau le mécanisme. Un de mes sujets favoris. C'est vrai ? Qui vraiment, qu'on retrouve dans l'ensemble de mon travail, la responsabilité. Et ce que j'ai détecté, c'est que les hypersensibles avec lesquels je travaille pensent porter la responsabilité pour eux et pour les autres. Mais ce n'est pas possible. À partir du moment où tu portes la responsabilité de l'autre, tu ne peux pas porter la tienne. Tu ne peux pas faire les deux. Et c'est pour ça que je parle de transfert de responsabilité. Il faut revenir en arrière et prendre tes propres responsabilités pour pouvoir avancer et trouver ton cheminement et ton propre bonheur. À partir du moment où tu prends la responsabilité pour l'autre, tu t'éloignes de toi et l'autre devient le repère, devient la personne dont tu t'occupes, la personne qui a potentiellement raison, la personne à suivre. Et donc on retrouve le même mécanisme que l'autocritique, c'est complètement différent. Là, je ne suis pas en train de me critiquer, je suis en train d'être responsable pour les autres, mais c'est le même mécanisme. Je me coupe de moi-même, je me suradapte, j'essaye de faire que l'autre a besoin de moi pour me sentir exister. Et je le cache derrière cette hyper-responsabilité où c'est moi qui porte tout. Donc je suis quelqu'un de bien, je fais ce que je veux. Oui, mais avec quel résultat ? Et je parle beaucoup de culpabilité dans ce chapitre.
C'est la culpabilité pour tout. J'ai dit, je n'ai pas dit, j'aurais dû dire, je n'aurais pas dû dire, pourquoi j'ai fait ça. Et ça aussi, c'est permanent dans la tête de ces personnes. Jour pour jour, tous les soirs, si ce n'est pas plusieurs fois par jour, les situations reviennent. Et on se dit, ah non, pourquoi j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait? Qu'est-ce que l'autre a pensé? Et si j'avais? Le point suivant, enfin le tyran suivant plutôt, le sauveur. Comment on distingue le sauveur de l'hyper-responsable? Le sauveur, c'est l'envie d'aider l'autre. C'est l'envie de se rendre utile. Et l'hyper-responsable? L'hyper-responsable, c'est plutôt, chez soi, c'est je culpabilise de ne pas faire mieux, je culpabilise de... on va dire comment dire? Le chemin n'est pas le même. Donc l'hyper-responsable se situe plutôt chez moi. C'est moi qui crois que. Et le sauveur, c'est plutôt chez l'autre que ça se situe. C'est que je veux sauver l'autre. C'est pour l'autre que je le fais. Et donc, comme tu le dis, le sauveur, en fait, il n'est pas généreux. C'est pas une vraie générosité. Ça a l'air généreux parce que je suis tout le temps en train d'aider les autres, mais c'est pas une vraie générosité parce que... Pourquoi ? Alors, je le crois. Je crois vraiment être généreux. Mais au final, d'après moi, tout ce qu'on fait, on le fait toujours pour soi, premier. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un objectif noble. Mais en réalité, on le fait pour soi. Donc, l'idée de sauver l'autre, c'est de se sentir utile. C'est parfois de masquer le vide sidéral qu'on imagine de sa propre vie. Et grâce au fait d'aider l'autre, on peut le combler et se sentir utile, aimé, et puis recevoir la reconnaissance qui nous manque tant. Mais ça marche pas. Ça marche pas parce que la reconnaissance n'est jamais suffisante. Et ce qu'on voit dans tous ces tyrans qu'on est en train de décrire, c'est que il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, comme tu disais, c'est sans fin. Qu'on prenne l'un ou l'autre, c'est sans fin parce que ça ne vient pas de nous-mêmes. Parce que on n'est pas en train de vivre qui on est, ce pourquoi on est né et ce dont on a réellement envie. On vit pour les autres. Il vaut mieux être authentique et apprendre à se rencontrer. Oui, même si évidemment ce chemin est difficile et je pense qu'on en sait tous les deux quelque chose. Aller à sa rencontre, c'est pas facile. Mais ça vaut la peine. Mais ça vaut la peine. Et comment? Le tyran suivant, c'est le loyal. Et le loyal, oui, là aussi, on est surpris. On imagine être loyal, c'est plutôt bien aussi. Alors, si tu peux le décrire. Alors, j'appelle ça être loyal, mais plus loyaliste que la loi. C'est qu'on ne supporte pas l'injustice, mais tout en... tout en inventant finalement sa propre justice, parce que qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Le loyal, pour moi, est très souvent surloyal. Comme souvent dans l'hypersensibilité, on est toujours dans l'exagération, mais du mauvais côté de la balance. Et le surloyal... alors déjà, donne l'impression de porter le monde sur ses épaules. C'est pas vrai. Alors que ce n'est pas vrai, exactement. Et qui sommes-nous pour dire c'est juste ou c'est injuste? Et puis tu dis, le loyal, il peut plus remettre en question ce à quoi il est loyal. Même si ça change, sa vie a changé, ce qui l'intéressait peut se révéler ne plus être si juste, mais il est coincé. Il est piégé, voilà, il se piège dans sa surloyauté. Donc sa loyauté l'empêche toute adaptation et toute évolution. Oui. Et surtout, c'est pour ça que je disais, au nom de quoi et qui sommes-nous pour dire cette situation est juste ou ne l'est pas? Je reviens à la responsabilité. Occupons-nous déjà de nos dossiers. Ça sera très bien. Le Candide. Le Candide, que j'ai failli appeler le bisounours. Mais je me suis dit que selon les générations, tout le monde n'allait pas comprendre de quoi on parlait.
Donc le candide, c'est le côté un petit peu naïf parce qu'on croit que tout le monde fonctionne comme nous. Ça aussi, un tyran qui nous rend bien manipulables. Parce donc on est gentil, se trompe, on est gentil, on confiance. Et donc on comprend, on pense que tout le monde est comme ça. Ouais. Et donc on comprend pas quand ça se passe pas comme ça. Non, exactement. Et on est tout le temps déçu par le. Oui. On est déçu, on est blessé et on comprend pas. Mais c'est parce qu'on connaît pas le langage des autres. On ne comprend pas comment les autres fonctionnent. Et le problème, c'est que là aussi, on s'enferme dans ce côté naïf, candide, parce que y a un côté un petit peu presque buté, je dirais, de cette caractéristique, parce qu'on est piégé aussi parce qu'on est fermé aux autres. Plutôt que de s'ouvrir, d'essayer de comprendre comment fonctionne notre entourage, on reste buté sur le fait que tout le monde fonctionne comme nous, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, et on se casse la gueule régulièrement. Ce que tu montres, c'est que voilà, le candide ou le bisounours, c'est pas qu'il est juste bon, c'est quand même une projection sur le réel, c'est un refus de voir le réel. Donc ça, c'est assez fin, parce qu'on pourrait dire, oui, mais quand même, c'est beau d'avoir autant d'aspiration et de générosité, mais tu montres non. Jusqu'à un certain point. Parce que du coup, tu vois jamais, tu te fais du mal, t'es déçu, et en plus, tu vois pas du tout les autres. Non, tu laisses les autres te faire du mal sans évoluer. Alors là, un petit peu de remise en question serait bien placé. Mais en quoi c'est un tyran ? C'est un tyran parce que finalement, on en souffre. On rêverait que les autres fonctionnent comme nous, donc partagent les mêmes valeurs, comme par exemple la justice, la bienveillance. Mais on n'ouvre pas les yeux. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est un tyran parce qu'il nous fait souffrir. Parce qu'il nous pourrit bien la vie. Le suivant, c'est l'autosceptique. En quoi c'est différent des autres ? Alors, l'autosceptique, c'est le besoin de réassurance. Alors, on en a parlé, on manque de confiance en nous, on manque de repères. On a appris qu'on n'était pas juste tel qu'on était. Et donc, on a construit ce tyran de la réassurance. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que cette chemise me va bien ? Que penses-tu des chaussures ? Est-ce que ça va ensemble ? Comment est ma coupe de cheveux ? Est-ce que je vois très bien les personnes. Que penses-tu ? Tu penses à certaines personnes. Que penses-tu ? On valide chaque décision. Alors, il y a la coiffure, mais il y a aussi le changement de métier, le partenaire. Et le problème de cette réassurance, c'est que si notre repère est à l'extérieur de nous et qu'on a différents repères qui ont différents avis, on voit bien que la réassurance a ses limites aussi. Puis même si c'est tout le temps quelqu'un d'autre qui me réassure, je finis par perdre confiance en moi. Voilà. Et donc on retrouve le piège qu'on a décrit. Exactement. Tous les tyrans fonctionnent en croyant nous aider pour avoir confiance et en nous enlevant toute confiance. Oui, tout à fait. Et là, je pense à une personne qu'on appelait la girouette. Parce qu'au final, tu penses avoir un avis, tu le suis, donc un repère. Demain, ce repère change et tu te retrouves face à quelqu'un qui a un tout autre avis, une autre idée de la vie. Forcément, il y a un moment, tu as le tournis. Parce que tu peux changer d'avis tous les jours à ce compte-là. Le suivant, c'est l'autosaboteur. Alors, dans l'autosaboteur, je décris beaucoup l'anticipation qui est en général négative. On anticipe rarement en se disant « tout va bien se passer, ça va être génial, je vais venir à Paris, je vais rencontrer Fabrice Midal, le dialogue va être merveilleux ». Alors, j'ai appris à le penser comme ça, mais il y a quelques années, je me serais dit « oh là là, comment ça va être ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Le train, s'il a du retard. Et le RER, si jamais j'ai une file d'attente devant la machine habillée, comment je vais faire ? Et je vais être stressée. » Et donc, on se sabote parce qu'à la fin, qu'est-ce que je préfère ? Je préfère à la limite ne même pas venir. Beaucoup plus simple. J'évite toutes ces complications. Et je renonce. Et très, très souvent, ce saboteur fait qu'on renonce à nos projets. Parce qu'on
On anticipe tellement tout ce qui peut capoter, tout ce qui peut mal se passer. Et après, on est coincé, parce qu'une fois qu'on commence le scénario, il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer qu'on peut... Et ça devient une autoroute, même en se disant, bon tiens, pense à quelque chose de positif, ça ne va pas suffire pour nous rassurer. Alors moi, je conseille de faire une liste et de border ce qui peut nous inquiéter. Très bien, je vais à Paris, à quelle heure est mon train, je prends suffisamment d'avance. On ne peut pas éviter tous les risques. Mais quel dommage de se priver de tout. Et donc moi, je propose de faire une liste et de border tous les points qui peuvent nous inquiéter et de se réassurer nous-mêmes. Et puis ensuite, y aller. Et ça diminue notre peur et notre angoisse du scénario catastrophe. Et puis le dernier, l'imposteur. Non des moindres. Bien connu celui-ci. L'imposteur. Le fait de douter de ses acquis. Quoi qu'on fasse, peu importe le nombre de diplômes, le nombre de compliments qu'on peut... Rien ne suffit à s'auto-valider. Nous-mêmes. Quoi qu'on fasse. Donc c'est ça qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Oui. Ouais. Douter de ses acquis. Et ne jamais se valider. Aucune réussite ne suffira à se dire « Ah, quand même ». Parce que dès que j'ai réussi quelque chose, c'est la faute des circonstances. C'est grâce aux circonstances. Ouais. J'ai eu de la chance, mais c'est jamais moi. Par contre, quand ça loupe, alors là, il y a du monde pour nous expliquer qu'on n'a pas fait assez, qu'on aurait pu mieux faire, qu'on s'est mal préparé. Mais quand on réussit, allez, c'était facile. Est-ce que tu peux à nouveau ici réexpliquer en quoi c'est un tyran ? L'imposteur ? Oui. C'est un tyran parce qu'il me coûte énormément d'énergie et il m'empêche d'être bien. Pour moi, les tyrans, comme celui-ci aussi, nous empêchent d'être bien, d'être serein, d'être heureux, de pouvoir envisager une vie en paix. Ils ne nous foutent pas la paix. Et donc l'imposteur tourne en boucle dans notre esprit. Parce qu'on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire autrement. Lorsqu'on aura le prochain diplôme, lorsqu'on aura enregistré le prochain podcast, lorsqu'on aura écrit le prochain livre, là, vous serez sûr de vous. Parce que ce que tu montres aussi, c'est que chacun de ces tyrans, chacun de ces problèmes qui nous piègent, sont inséparables d'une sorte de suractivité mentale. Oui. C'est les hypersensibles souffrent beaucoup de cette surcharge mentale. Et l'idée de travailler les tyrans intérieurs, c'est de faire de la place. Faisons une détox mentale, virons déjà tous ces tyrans qui nous pourrissent la vie au quotidien et qui occupent tout notre espace qu'on pourrait utiliser pour notre pensée en arborescence qui va très vite, notre créativité, notre génie, notre sensibilité. Oui, mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Et donc, on a l'impression de souffrir de notre personnalité. Mais la pensée en arborescence peut très bien être exploitée, mais pour ça, il faut faire de la place. Et quand on est tyrannisé comme certains, quand on a les 11 qui nous perturbent 24 heures sur 24... Parce qu'on n'a pas un plus qu'un autre. Comment ça fonctionne ? Alors, il y a un questionnaire de personnalité dans mon livre dont font partie ces 11 tyrans. Selon l'évolution que tu as déjà traversée, selon les prises de conscience que tu as déjà eues, les notes vont varier. Mais la plupart de mes lecteurs disent « Mais c'est pas possible, vous êtes dans ma tête. Vous l'avez écrit pour moi, ce livre. » Parce qu'ils se reconnaissent dans tous les tyrans et ils sont bien installés. Et puis, les notes pour ces tyrans vont diminuer au fur et à mesure de notre évolution, du travail sur l'estime de nous et l'amour de nous. Donc là, on n'a qu'une partie du livre. J'invite les gens à l'acheter, faire le test, comprendre plus en détail, mais qu'on comprenne un peu la direction que prend la suite du voyage que tu invites à faire ou la suite de ce manuel de survie. C'est que pour
se libérer des tyrans, il faut changer d'attitude complet avec nos propres intelligences et transformer ce qui était vu comme un fardeau, de réussir à en faire un ami. C'est ça un peu qui est le cœur de la deuxième partie du livre. Oui, tout à fait. C'est qu'une fois, les tyrans intérieurs identifiés et les outils, parce que je propose beaucoup d'exemples et d'outils concrets, les outils mis en application, on voit bien que la place se fait. Et là, on peut se consacrer à notre vraie personnalité et aller à notre découverte. Donc la découverte de notre belle intelligence et de notre sensibilité, qui sont tous les deux des atouts. Et comment les exploiter et les mettre à notre service, parce que c'est ça. C'est de mettre notre cerveau, pour moi, au service de notre cœur et de nos envies. Et on a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc en fait, là on comprend mieux ce que je disais au début. Les hypersensibles croient qu'ils souffrent de leur hypersensibilité. Ils souffrent de leur tyran qui les empêche d'être eux-mêmes. C'est pas leur hypersensibilité qui les fait souffrir, c'est ces tyrans. C'est ça ? Tout à fait ça. Donc c'est une bonne nouvelle pour tous les tyrans, pour tous les hypersensibles qui nous écoutent, de comprendre ce renversement que tu proposes. Oui, souffrir en tant qu'hypersensible n'est pas une fatalité. Il y a des aspects de notre personnalité qui sont plus difficiles à gérer que d'autres, selon qui on est. Moi, je te parlais tout à l'heure de mon arrivée à Paris. Bon, j'ai emmené mon casque anti-bruit, j'ai appris à me protéger. Mais en revanche, dans plein d'autres situations, c'est un vrai bonheur. Donc, c'est ce que je propose aussi dans le livre, c'est d'apprendre à connaître notre hypersensibilité et à la protéger, à l'exploiter et à la protéger quand il y a besoin. Devenir notre meilleur ami, tout simplement. Eh ben, merci infiniment, Nathalie. Merci d'être venue jusqu'à Paris pour faire ce dialogue et partager tout ce travail que tu as fait. Et j'espère que ça permettra à plein de gens de faire la paix avec eux-mêmes. Je te remercie beaucoup, Fabrice. Merci d'avoir suivi cet épisode de dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on ait ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.